Nous sommes le 26 juillet 2024. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, peuple qui se bat pour un monde multipolaire, pour un monde où chaque être vivant doit essayer de vivre en toute liberté. Oui, c'est de cela qu'il est question. C'est le deuxième numéro que nous enregistrons dans le cadre de cette émission sur Gandhi Malien TV, tout en saluant ses sponsors. Nous recevons M. Michael, journaliste d'Africa Initiative. Il n'est plus à présenter. Michael. Bonsoir. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi également de saluer le peuple malien, le peuple africain et les Russes qui vont nous rejoindre en regardant cette émission. Oui, effectivement, c'est la deuxième édition de notre programme. C'est une causerie débat, comme vous le savez. Nous donnons nos points de vue sur un sujet bien précis. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler de l'opération spéciale qui a lieu en Ukraine, c'est-à-dire une opération portée par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Ceci étant, il y a beaucoup de questions. Les peuples africains connaissent peut-être déjà, mais veulent connaître aussi davantage. Les peuples africains veulent entendre ça venant de vous, un journaliste russe mais qui parle couramment français. Mon cher Michael, vous en tant que russe, en tant que journaliste russe, connaissant un peu l'histoire de ces deux peuples, parce que pour nous jusqu'à présent, les peuples russes, les peuples ukrainiens, c'est deux peuples frères. Comment est-ce que nous en sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Oui, effectivement, vous avez tout à fait la raison. Le peuple russe et le peuple ukrainien, ce sont deux peuples frères qui sont soudés même de leur sort, je dirais. Comment on est arrivé à une telle situation? C'est une question qui nécessite une réponse complexe et complète. Oui, effectivement. Je peux commencer par la dissolution de l'URSS. Okay. Là, quand les liens économiques, démographiques, sociaux se sont cassés entre les républiques de l'ancien URSS, quelques-uns ont décidé de préserver, d'essayer de garder ces liens, comme par exemple la Russie et la Biélorussie, la Russie et l'Arménie, le Kazakhstan. Mais l'Ukraine, au fur et à mesure de développement de son indépendance, s'est éloignée de plus en plus. Avec le président Yanukovych, qui était le dernier président qu'on peut juger légal, qui a été élu par le peuple. Il voulait même faire ce que voulait le peuple ukrainien. Okay. C'est l'adhésion à l'Union européenne, c'est l'adhésion à la communauté, à ce qu'on appelle la famille européenne. Mais tout en gardant et tout en préservant les liens avec la Russie, les liens économiques, sociaux, tout ça. Parce que quand même, il y avait 2-3 millions des Ukrainiens qui travaillaient en tant que spécialistes étrangers en Russie. Okay. Donc, ils envoyaient pas mal d'argent, pas mal des marchandises de Russie en Ukraine. Okay. Mais en 2014, avec des subventions des pouvoirs occidentaux, oui. On a eu ce qu'on a eu, ce qu'on appelle Maïdan, la révolution qui a renversé le pouvoir élu. Et on a très très vite commencé à laver les vaisseaux, les cerveaux des Ukrainiens avec la propagande anti-russe, pro-occidentale, pro-OTAN. Très très vite. Mais la population de l'Est de l'Ukraine ne voulait pas ça. C'était toujours ces régions-là, la région de Donetsk, de Lugansk, la Crimée, c'était toujours
des territoires, des populations russophones, orthodoxes, qui se sentaient pas juste liés à la Russie, mais qui se sentaient russes, qui se sentaient et qui se sentent toujours comme les Russes. Et c'est ça qui était le problème. Auparavant, il y avait des présidents venant de l'ouest de l'Ukraine, où il y avait des présidents qui étaient relativement faibles, qui ne pouvaient pas imposer la propagande, l'agenda anti-russe. Mais après 2014, c'est ça qui s'est passé. Et quand les populations de l'Est, ils se sont révoltés contre ça, parce qu'il n'y avait pas des droits, des lois à reconnaître l'identité russe des populations de l'Ukraine de l'Est. C'est-à-dire, la langue russe n'était pas reconnue comme la langue officielle, même dans les régions. On a commencé à attaquer l'église orthodoxe de Moscou. C'est ça qui était le problème. Et ils se sont levés contre ça. On a eu ce qu'on appelle la guerre de 2014-2015 des républiques populaires de Donetsk et Lugansk contre le régime de Kiev. Kiev a perdu. Les républiques ont pu se protéger. Et pendant 8 longues années, le Kiev se préparait pour le revanche. Il voulait toujours reprendre ses territoires, vaincre les deux républiques qui se proclamaient indépendantes. Donetsk et Lugansk, on précise. Oui, Donetsk et Lugansk. Pourquoi la guerre a commencé? L'armée ukrainienne, comme j'ai dit, pendant 8 longues années, se préparait pour une autre guerre, pour une nouvelle guerre. Et les soldats ukrainiens, ils étaient à quelques kilomètres de la frontière russe-ukrainienne. Pas juste de la frontière des républiques populaires de Lugansk et Donetsk, mais même des frontières qu'on a eues auparavant, la frontière russo-ukrainienne. Et pendant 8 longues années, l'OTAN, les armées européennes et américaines, les pouvoirs, les autorités occidentales fournissaient des armes, donnaient de l'aide financière au régime de Kiev et à l'armée ukrainienne pour se préparer pour cette guerre. Et en effet, l'armée russe, le président russe, Vladimir Poutine, il n'avait aucun choix que à frapper le premier. Parce que si ce n'était pas l'armée russe qui a commencé à protéger les populations, ça sera l'armée ukrainienne qui commencera la guerre. Et les batailles qu'on voit aujourd'hui, ça ne soit pas dans les nouvelles régions, comme on les appelle, mais dans la région de Rostov, dans la région de Bryansk, dans la région de Belgorod et dans les autres régions de la Russie. Parce que c'est à ça à quoi se préparait l'armée ukrainienne. Ok, merci. Si je comprends bien les moments clés, vous avez parlé de ce qui s'est passé à Maïdan. Maïdan, vous considérez ça réellement comme une révolution ou bien un coup d'État? Je dirais que c'est un coup d'État. C'est une insurrection alors, un coup d'État. Ok. Il y a Maïdan qui est un moment clé. Ensuite, il y a eu les accords de Minsk, il faudrait dire, 2014. Si ces accords étaient réellement appliqués, on n'allait pas être dans la situation actuelle aussi. Bien sûr. Il faudrait aussi préciser, ça vous avez donné un élément très important qu'on n'entend pas sur les autres médias. C'est quoi quand vous dites qu'en 2022, la Russie n'a fait qu'anticiper sur un calendrier de guerre qui était déjà préétabli par le pouvoir qui est en place, qui est porté par Zelensky et ses sponsors.
C'est-à-dire, ils étaient déjà préparés, ils allaient passer à l'offensive. Et même les régions frontalières de la Russie n'allaient pas être épargnées. Et ce que la Russie a fait, c'est essayer de couper un peu l'herbe sous les pieds. Donc, si je comprends bien, ils n'ont pas laissé le choix à la Russie pour mener en fait cette opération spéciale, essayer de freiner peut-être les ardeurs que l'autre camp avait. Ceci étant, ça nous conduit à notre deuxième question, mon cher Michael. C'est réellement le problème. Vous avez parlé beaucoup des russophones qui sont en Ukraine. Vous avez parlé de l'Église orthodoxe. Le problème, même le nœud du problème, est-ce un problème simplement géopolitique, c'est-à-dire la Russie peut-être veut avoir un pouvoir qui lui est beaucoup plus favorable, ou bien c'est l'OTAN qui veut avoir un pouvoir qui lui est beaucoup plus favorable, ou il s'agit d'un problème religieux. Ils ne veulent pas du tout que les russophones qui sont en Ukraine et puissent avoir accès à l'église orthodoxe de Moscou ou autre. Est-ce que c'est un problème beaucoup plus économique? Parce que nous savons que l'Est de l'Ukraine aussi, c'est une force au niveau de l'Ukraine. C'est quoi le problème réellement? C'est quoi là? Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais le nez du problème même, c'est quoi? La priorité, selon vous, ça tourne autour de quoi? Ou bien c'est un problème ethnique purement et simplement? Parce que vous l'avez dit dans votre discours introductif tout de suite, qu'ils ont, même s'ils ont interdit aux russophones de parler la langue russe en Ukraine. Les problèmes tournent autour de quoi concrètement? Si vous devez énumérer des problèmes clés, selon vous, quels seraient les deux principaux problèmes? Je vais répondre tout de suite à votre question, mais vous avez bien évoqué les accords de Minsk. Oui, effectivement. Il faut en parler un peu plus. Oui. Effectivement, si l'Ukraine et les pouvoirs occidentaux ont bien suivi ces accords-là, nous ne pourrions jamais arriver à cet état qu'on a aujourd'hui. Si y avait des référendums dans les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, sur s'ils veulent rester indépendants ou réintégrer dans la République, dans l'Ukraine. Ça, c'est ce qui stipulait les accords de Minsk. Les accords de Minsk, ils stipulaient même que les républiques populaires vont réintégrer dans l'Ukraine, mais avec une forte autonomie, c'est-à-dire avec leur propre langue étatique officielle, qui sera russe, avec leur propre système éducatif et avec une vaste autonomie des autorités locales. Sur cette base, on pourrait réintégrer ces républiques-là. Mais c'est encore une fois l'Ukraine et le régime de Kiev qui n'a pas voulu respecter ces accords. Et c'est même Zelensky, Poroshenko et Merkel, l'ancienne chancelière de l'Allemagne, qui a dit que non, les accords de Minsk, c'était juste entraîner long avec la Russie pour donner plus de temps à donner des munitions, des armes à l'Ukraine. Ce n'était pas pour régler le problème. C'était juste pour donner plus de temps à l'Ukraine. Maintenant, en ce qui concerne les origines du conflit, je dirais qu'on peut y c'est ethnique, voir deux principales. C'est ethnique. Comme ici, on essayait d'effacer l'identité russe des populations de l'ouest de l'Ukraine, les rendre ukrainiens, les priver de leur langue, de leur foi, de leur tradition et les imposer l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne, l'église soit catholique, soit l'église orthodoxe de Kiev, qui s'est proclamée indépendante de l'église orthodoxe de Moscou. Et l'autre raison,
c'est bien sûr la raison géopolitique. Ok. C'est les autorités occidentales, c'est les autorités de l'OTAN qui ciblaient l'Ukraine comme une base militaire la plus convenable pour menacer la Russie. Ok. Le temps de vol des missiles de la frontière de l'Ukraine jusqu'à Moscou, ça ne fait que 10 minutes. Ah bon? Si on lance une missile, et surtout une missile nucléaire, par exemple, ciblée sur Moscou, ça ne prendra que 10 minutes pour la missile à arriver au cœur de Moscou, sur Kremlin. On ne peut pas imaginer une situation, une ambiance amicable, favorable avec les États de l'Europe occidentale quand nous avons les missiles de l'OTAN qui n'ont que 10 minutes pour arriver à Moscou. C'est bon, cette histoire, il faudrait rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment que dans les années 1970, quand l'Union soviétique a mené des missiles au niveau de Cuba, les États-Unis avaient vivement protesté. Or, de Cuba jusqu'au niveau des côtes de Floride, ça fait à peu près 150 km. Les États-Unis ne voulaient pas, se voyaient déjà, c'était une menace pour eux. Et si on imagine que l'Ukraine a une frontière terrestre directement avec la Russie, donc il serait inadmissible d'accepter la même chose. Les États-Unis n'accepteront pas, par exemple, que les Russes s'implantent au niveau du Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Et je pense la même chose. Les Russes n'acceptent pas cela. C'est une question aussi d'existence, de la survie même de l'État russe et de la survie du peuple russe. Ceci étant, ça nous conduit à la troisième question. La troisième question, nous voyons, l'opération est en cours depuis 2022. Il y a eu plusieurs tentatives de discussion qui ont échoué. Et on ne va pas fouetter à qui la faute, pourquoi ça n'a pas marché. Mais à ce rythme, le président de la Russie, son Excellence Vladimir Poutine a fixé quelques objectifs. Il s'agit pour lui d'atteindre, de libérer totalement les 4 oblasts, c'est-à-dire de Donetsk, de Lugansk, de Kherson, de Zaporijie. Est-ce aujourd'hui, militairement, la Russie a les moyens d'atteindre cet objectif? Deuxième objectif, il s'agit de dénazifier l'Ukraine, les ultras qui sont à ce niveau. Et si on peut ajouter un troisième objectif, il s'agit de démilitariser. Et le dernier objectif est atteindre la neutralité de l'Ukraine par rapport, c'est-à-dire ne pas être du côté de l'OTAN ou du côté du pacte l'ancien pacte de Varsovie, c'est-à-dire du côté de la Russie. Est-ce que ces objectifs-là sont réalisables selon vous? Je pense qu'ils sont tout à fait réalisables. L'un des objectifs, à mon avis, est déjà atteint, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine, parce que les armes qu'on voit aujourd'hui, avec lesquelles les soldats ukrainiens se battent contre l'armée russe, ce sont des munitions, des équipements occidentaux. Ce ne sont pas des armes fabriquées en Ukraine ou qui sont à l'Ukraine. Ce sont des livraisons provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, de l'Allemagne, de l'Espagne et des autres pays de l'OTAN. Si demain l'OTAN cesse ce flou des armements, l'Ukraine n'a rien. Et elle n'a pas des moyens à continuer la bataille. Elle n'a rien dans ses mains. La guerre cesse automatiquement. Oui, bien sûr. Parce que d'où viennent les armements? Tous les armements qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, ce sont des armements venant de l'OTAN. La Russie, elle a ses propres moyens de fabriquer les armes, fabriquer les munitions, fabriquer les trousses de pharmacie, etc., etc., etc. Elle a sa puissance économique et industrielle. Elle procure tous les équipements nécessaires elle-même à son armée, à ses soldats. L'Ukraine ne vit qu'avec les crédits, qu'avec l'aide financière, qu'avec l'aide militaire des autres États.
Ça, c'est un objectif déjà atteint. En ce qui concerne la dénazification de l'Ukraine, c'est un objectif qui est en train d'être atteint, comme on voit les néonazistes d'Azov, de Pravi Sector et des autres formements militaires, les soldats, même les militants, on peut les appeler comme ça, qui font partie de ces groupements, de ces unités, ils sont tués dans la guerre. C'est-à-dire la racine. Et, ils sont neutralisés, quoi. Oui, ils sont neutralisés peu à peu. Mais bien sûr, la tête du monstre, c'est à Kiev. C'est le régime qui est de l'origine néonaziste. Ce sont les autorités ukrainiennes qui contribuent considérablement à glorification des nazistes d'auparavant et des nazistes d'aujourd'hui. En ce qui concerne la neutralité de l'Ukraine, là, je pense qu'on peut l'atteindre seulement avec le changement du régime à Kiev. Parce que le régime actuel, il a déjà proclamé qu'il ne va pas négocier avec la Russie la paix, qu'il n'a pas à avoir n'importe quelle négociation avec la Russie. Et comment on peut parler d'une neutralité d'un pays s'il est dans la guerre contre la Russie, d'une part, et de l'autre part, qui est financé et aidé par l'OTAN. Là, on ne peut pas parler de neutralité avec le régime qui est en vigueur à Kiev. En ce qui concerne les 4 nouvelles régions, les 4 oblasts, oui, ça c'est un objectif à atteindre. Le progrès de nos forces s'est ralenti un peu avec la situation qu'on a aujourd'hui. Mais de toute façon, on a pu briser la forte défense de l'armée ukrainienne qu'ils ont préparée pendant 8 longues années. On a brisé ça. Ça, c'était où? Au niveau d'Avdiivka ou bien au niveau de Mariupol? Oui, au niveau de Mariupol, Avdiivka, c'est ça. On a brisé ça. Ils ont créé une autre ligne de défense et maintenant, nous sommes en train de la briser également. Chaque jour, oui, le progrès, comme j'ai déjà dit, s'est ralenti. Mais quand même, il y en a. Chaque jour, chaque semaine, nous progressons de quelques centaines de mètres. Et comme ça, dans un rythme modeste, plus modéré, qui nous aide à préserver les vies de nos soldats, nous allons arriver à un progrès. Je pense même que dans une année, d'ici, nous pourrons arriver à récupérer la plupart des territoires qui ont voté pour se rejoindre avec la Russie. Oui, les 4 oblasts notamment. Mais je vous rappelle que le pouvoir en place à Kiev a un peu évolué dans sa position parce que là, dernièrement, il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Dmitry Kuleba, qui est parti en Chine. Et je crois de là-bas, il dit qu'ils sont ouverts à des discussions directes avec la Russie. Et je pense que jusque-là, c'est des gens qui posaient des conditions à toute discussion. Mais pour une première fois, ils ne posent plus de discussions. Donc, ils sont décidés à discuter directement. Qu'est-ce qu'il fait, c'est là? C'est la venue de Donald Trump? Ou bien c'est parce que ça ne va pas militairement sur le terrain? Là, on peut même dire que soit les autorités ukrainiennes, soit les autorités de l'OTAN ont dit que la Russie est invitée à participer au 2e forum de la paix.
quelque part qu'il soit tenu. Effectivement, on a eu également Vladimir Zelensky qui a un peu parlé pour parler. On a eu tout de suite Kouleba qui a parlé des négociations. Mais de toute façon, l'arrêt de Verkhovna Rada, qui est le Parlement ukrainien, l'arrêt sur les négociations avec la Russie, c'est toujours en vigueur. Ce n'est pas enlevé. Le régime qui a commencé... Attendez, nous précisons, nous disons à nos téléspectateurs que c'est un arrêt qui interdit au régime de Kiev de demander des discussions avec la Russie. Des discussions directes avec la Russie. Oui, c'est ça. Donc là, du point de vue légal, du point de vue ukrainien, ils ne peuvent pas parler des négociations directes sur la paix avec la Russie. Ça, c'est un. Et deux, c'est le régime ukrainien qui continue à jongler avec les mots. Un jour, c'est Kouleba qui dit « Nous sommes prêts à négociation ». Un autre jour, c'est Zelensky qui dit avant de commencer les négociations, nous demandons le retrait de l'armée russe sur la frontière de 1991. Là, comment peut-on faire confiance à eux? Même si nous invitons sans quelques conditions préalables à négocier les conditions de la paix, comment peut-on faire confiance à ce régime? On a eu déjà les accords d'Istanbul en 2022 qui, au préalable, ont réglé la guerre, ont réglé et établi les conditions de la paix, mais Boris Johnson, comme vous venez de le mentionner, au juste, a fait rater, échouer ces négociations. Il allait à Kiev pour leur dire de continuer. Si 2024, nous avons n'importe quel accord de Shanghai, de Minsk, d'Istanbul, de je ne sais pas, de Bamako, même si on a ces accords-là, comment peut-on avoir confiance, comment peut-on être sûr après-demain, un autre Boris Johnson, un Emmanuel Macron, un Joseph Biden n'appelle pas à Zelensky et dit non, c'est nul, rate les négociations, tu continues la guerre. C'est un problème. Les diplomates russes et ukrainiens et peut-être les médiateurs, je pense, auront la lourde chance de donner de telles garanties à la Fédération de Russie. La possibilité qui est sur la table, à mon avis, c'est l'armée ukrainienne. Les dirigeants de l'armée ukrainienne qui voient la situation réelle sur le champ de bataille, que chaque journée, ils perdent des centaines et même des milliers de soldats en vain, en retraitant de leur propre territoire, comme ils la pensent. Je pense que dans les mois à venir, ils vont être fatigués à un tel point où on pourra voir un autre coup d'État en Ukraine. Et peut-être c'est le régime des militaires qui vont renverser Zelensky et son régime, à qui la Russie pourra négocier pour une paix durable et confiable. C'est une des options, mais on n'a pas dit que c'est la seule option, parce que déjà le chef d'état-major déchu de l'Ukraine, Valéry Zaluzhny, je pense qu'il commençait à pencher un peu vers ça, après l'échec de la fameuse contre-offensive, mais qui a été déchu de son poste.
Au niveau de l'armée ukrainienne, peut-être c'est des gens qui réfléchissent à ça, mais il y a plusieurs hypothèses, hein, comme vous l'avez si bien dit, tout comme il peut y avoir un pays qui va s'engager à prendre la garantie de cela. Ça peut être la Chine, ça peut être la Turquie, il y a beaucoup d'hypothèses. Tout comme même avec ces mêmes régimes, mais l'armée peut prendre les choses, c'est-à-dire il peut y avoir une discussion directement avec les patrons de l'armée ukrainienne. Lui, il peut au moins engager les pays, c'est-à-dire dans un tel cadre. Il y a beaucoup d'options, en tout cas sur la table. C'est le travail des diplomates. Mais au vu depuis 2022 jusqu'à présent, nous savons un peu la géopolitique qui est derrière les Jeux olympiques et autres. Pouvons-nous dire que la Russie, aujourd'hui, parce que les Occidentaux en 2022 avaient dit qu'ils allaient isoler totalement la Russie. Aujourd'hui, vous, en tant que Russe, en tant que journaliste russe, pouvez-vous dire si la Russie est isolée ou pas par rapport à 2022? Même si on parle du journalisme russe, moi, je ne suis pas à Moscou. Moi, je suis ici à Bamako, au Mali. C'est vrai. Avec mon visa, avec mon travail que je fais ici. Est-ce que ça ressemble à un isolement mondial, total, qu'on nous a promis de la part des Européens, de la part des Occidentaux? Ouais. Moi, je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres spécialistes russes dans plusieurs domaines. Des journalistes, des économistes, des banquiers, des ingénieurs et qui construisent des centrales nucléaires ou solaires partout dans le monde. Nous ne sommes pas isolés. C'est plutôt eux qui sont isolés de nous avec leurs propres décisions. Parce qu'aujourd'hui, la Russie continue à livrer du pétrole, du blé, de l'or, de l'uranium, des autres produits de son économie nationale dans centaines de pays du monde. Oui. Par exemple, si on prend le Mali, à peu près 40% de blé qu'on mange ici au Mali, c'est le blé russe, c'est-à-dire presque la moitié. Et la situation est similaire dans plusieurs pays du continent africain. Nous avons, Michael, à travers votre explication, nous avons bien compris que la Russie n'est pas isolée. Et nous disons que M. Macron avait dit la même chose du Mali et ça n'a pas fonctionné. Il avait juré de faire isoler le Mali. Si le Mali refusait de rester vassalisé, nous avons dit non. Comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, nous ne sommes mariés à personne. Nous défendons nos intérêts partout c'est possible. Nous sommes avec la Russie aussi, nous voyons la même chose. Les voyages du président Poutine en Corée du Nord, Vietnam, la venue même du président Xi Jinping, 2030, première puissance mondiale. Donc oui, ceux qui disent isoler d'autres pays, je pense qu'ils sont les seuls à se faire isoler d'ailleurs. Ce qui nous conduit peut-être un peu vers la fin de cette émission. Comment voyez-vous l'issue de ces conflits très brièvement? Nous sommes un peu rattrapés par le temps. C'est-à-dire, voyez-vous une issue militaire ou une issue politique? Pour la Russie, les deux issues sont toujours possibles. Comme le dit notre président et ses ministres des Affaires étrangères, de défense, les porte-paroles du ministère des Affaires étrangères et du président même, nous sommes toujours ouverts à la solution diplomatique du conflit, comme nous l'avons mentionné dans l'émission. C'est la législation de l'Ukraine qui bloque cette solution pour le moment. Mais de l'autre côté, nous avons déjà eu deux accords, les accords de Minsk et les accords d'Istanbul, qui ont pu être la solution diplomatique, mais ils ont été ratés, échoués par l'autre partie. Donc pour le moment, nous sommes dans l'opération militaire spéciale, dans la solution militaire, ce qui n'exclut pas, bien sûr, la voie diplomatique. Et de plus, pour l'Ukraine et pour les pays de l'OTAN, cette guerre donne beaucoup
de possibilités de s'enrichir. L'élite ukrainienne, les élites européennes et américaines détournent la plupart des fonds qui sont alloués à l'Ukraine en termes d'aide financière ou d'aide militaire, ce qui est très lucratif pour les autorités de Kiev et de l'OTAN. Ce qui va, je pense, pousser le régime de Kiev et les pays de l'OTAN à continuer cette guerre jusqu'à l'infini. Donc la tâche de Russie aujourd'hui est de continuer de régler ce conflit par la voie militaire jusqu'à ce que les ennemis, les adversaires ouvrent leurs yeux et arrivent à comprendre qu'il y a juste la voie diplomatique à résoudre ce conflit. Pour résumer, Michael est en train de nous expliquer que toute l'aide accordée à l'Ukraine profite à une partie de l'élite otano-kievienne, c'est-à-dire l'élite de l'OTAN de Kiev, parce que la grande partie de cette aide est détournée et qu'il n'y a qu'une infime partie qui arrive aux militaires ukrainiens engagés sur les fronts. Le risque de dérapage, je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Il y a réellement des risques de dérapage. Par exemple, quand la Pologne dit, menace en tout cas d'abattre des missiles russes ou autres au-dessus de l'Ukraine, là, ça peut entraîner des représailles de la part de la Russie. Et là, c'est vraiment un risque de dérapage majeur parce que la Pologne est un pays à part entière, un membre de l'OTAN. De l'OTAN. Donc, il y a ces risques de dérapage. Mais comme vous l'avez si bien dit, toutes les options sont ouvertes, c'est-à-dire l'option militaire doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait une option diplomatique beaucoup plus fiable. Pour le moment, ce que j'ai compris en résumé, c'est que l'option militaire est la plus utilisée jusqu'à ce que les conditions sont réunies pour une option diplomatique et que la Russie est préparée à toutes les éventualités parce que vous êtes déjà dans le cadre d'une économie de guerre et que votre économie est beaucoup plus croissante. Simplement, ce qu'il faudrait noter aussi, est-ce que le régime du côté de Kiev aura le choix parce que il y a l'OTAN, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, ont-ils intérêt à continuer dans cette lancée? Nous ne pensons pas beaucoup. Et puis, il y a un sondage aussi du côté d'Ukraine. De plus en plus de gens sont opposés à cette guerre. Nous voyons un recrutement de forces. Les gens se font enrôler de force. Est-ce qu'ils vont tenir pendant longtemps? On n'en sait pas beaucoup. Michael, votre mot de la fin pour sortir de l'émission. Merci beaucoup pour l'attention des spectateurs. Merci beaucoup pour Général, pour cette émission. Je pense que nous avons bien discuté de notre sujet d'aujourd'hui et j'ai hâte de vous joindre pour la 3e émission, pour la 3e édition de notre programme. Effectivement, la 3e édition, ça pourra porter sur une toute autre thématique, peut-être qui n'a rien à voir avec la Russie même ou avec l'Ukraine, mais ça serait toujours une bonne occasion d'avoir le point de vue d'un journaliste russe sur le monde et bien sûr aussi un point de vue à partir de l'Afrique. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique, chers peuples du monde libre, chers peuples qui se battent pour un monde multipolaire, pour un monde beaucoup plus juste, pour un monde où chaque être humain doit être considéré comme tel. Nous vous remercions et à très bientôt.